Je donne la parole à Monsieur Miroslav Jenča. Monsieur le Président, c'est un plaisir de faire un exposé devant le Conseil de sécurité à nouveau sur le processus de paix en Colombie. Un moment crucial de la vie politique du pays après la tenue récente des élections au Congrès et puisque les élections présidentielles arriveront dans à peine un mois. C'est un honneur de participer avec son Excellence Rosa Villavicencio, ministre des Affaires étrangères de la Colombie. Je remercie le gouvernement colombien qui collabore avec la mission de vérification et j'applaudis les efforts qu'il a déployés, qui sont décrits dans le dernier rapport du secrétaire général, afin de progresser vers l'édification de la paix dans le pays. En outre, c'est pour moi un plaisir de saluer Olga Quintero, une meneuse des communautés paysannes et actrice pour la paix dans la région de Catatumbo, une région emblématique du conflit colombien si complexe et une région clé pour la consolidation de la paix. Elle montre aussi le rôle phare que continuent de jouer les femmes dans l'édification de la paix en Colombie. Je suis heureux que le Conseil de sécurité ait aujourd'hui renoué avec la bonne pratique consistant à inclure la voix de la société civile dans ces séances sur la Colombie. Mesdames et messieurs les représentantes et représentants, la tenue d'élections plus inclusives et pacifiques, dans les grandes lignes, caractérise l'évolution positive de la Colombie au titre de l'accord de paix. Il faut que le pays demeure sur ce chemin. Je réaffirme à cet égard que le secrétaire général se félicite de la participation pacifique du peuple colombien aux élections législatives qui ont eu lieu en mars. En dépit de préoccupations lors de la campagne électorale quant à certains incidents de violence et quant à la présence de groupes armés illégaux dans certaines régions touchées par le conflit, des mesures adéquates ont été prises et la journée des élections n'a pas eu à souffrir d'incidents sécuritaires, ce qui prouve bien que les institutions colombiennes sont fortes. Je me félicite du rôle joué par les forces de sécurité dans la protection de l'élection. Je me félicite de la vigilance des observateurs et observatrices nationaux et internationaux et du rôle louable joué par le bureau de l'Ombudsman dans l'évaluation des conditions et dans la promotion du respect de l'engagement en faveur d'un processus électoral libre et pacifique. La campagne présidentielle bat son plein en amont des élections du 31 mai. Et la mission appelle elle aussi les autorités et toutes les parties concernées à garantir un environnement sûr et pacifique, sans violence et exempt de stigmatisation. Je réaffirme mes condamnations quant aux menaces signalées contre les candidats et candidates présidentielles et j'appelle encore une fois les autorités nationales à assurer la sûreté de tous les participants et toutes les participantes au processus électoral. La mission de vérification est aussi prête à contribuer à nouveau, comme elle l'a fait lors des élections au Congrès, aux initiatives des autorités nationales, certaines utilisant les mécanismes de l'accord de paix afin d'analyser les risques sécuritaires et de coordonner des mesures de prévention. Garantir la sécurité des candidates, des candidats et des électeurs électrices devrait demeurer la priorité principale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, le dernier rapport du secrétaire général fait le bilan de la mise en œuvre concernant les 3 piliers du mandat tels que établis par la résolution 2798 du Conseil de sécurité d'octobre dernier. La réintégration des anciens combattants-combattantes, les garanties sécuritaires et la réforme rurale intégrale. Les 3 éléments qui se situent au cœur de l'accord de paix final, dont l'exécution contribue à la paix et à la sécurité dans le pays. Nous avons restructuré la mission de fond en comble pour refléter le nouveau mandat et pour la rationaliser encore davantage dans le droit fil des réductions issues de l'ONU 80. La configuration est par conséquent bien plus
bien moins lourde, permettant à la mission de garder une présence sur le terrain régional adaptée, ce qui est essentiel à la vérification et à la collaboration avec les communautés, autorités et signataires de l'accord de paix locaux. Désormais, il est essentiel d'obtenir les ressources approuvées dans le budget pour honorer le mandat dans toute la Colombie. Les réalités sur le terrain varient d'une région à l'autre et la dynamique du conflit est très complexe. Certes, la sécurité s'est détériorée dans certaines régions du pays, mais certaines zones qui autrefois avaient été négligées ont désormais de nouvelles possibilités, et tout cela grâce à l'accord de paix. Lors de visites dans les bureaux de la mission, dans tout le pays, j'observe une collaboration étroite avec les parties prenantes colombiennes et avec nos homologues qui se félicitent de notre présence unique sur le terrain. Monsieur le Président, les efforts de renforcement de l'accès aux terres dans le cadre de la réforme rurale intégrale sont une lueur d'espoir, tout comme les dividendes de la paix qu'on attend depuis très longtemps pour les régions et communautés marginalisées qui ont beaucoup souffert du conflit armé. Au-delà des statistiques, nous signalons que des hectares ont été fournis dans le cadre des objectifs de l'accord de paix, et en plus de cela, il y a les bénéficiaires sur le terrain, comme les membres de la communauté paysanne que j'ai rencontrés en février dans le département César, dans le nord de la Colombie. Cette région était marquée par des massacres et par des déplacements généralisés de populations. Une région prise par la violence lors du conflit. Un grand nombre des communautés ont été victimes directes, et dès lors, quel plaisir de les voir obtenir des terrains dans le cadre de la réforme rurale. En dépit de certains défis pratiques et de préoccupations liées à la sécurité, la communauté commence à nouveau reprendre racine sur ces terres. Une école a été construite, des maisons aussi, et des projets de plantation de yucca, de maïs et des projets de pêche ont été inaugurés. Les femmes jouent une place importante dans la communauté, et bien évidemment, si ces populations se félicitent de l'obtention de ces terres, elles ont besoin de plus d'attention pour transformer cette possibilité en un avenir durable. C'est un des 30 cas de répartition de terres des régions touchées par le conflit que la mission met en priorité dans ses vérifications. Dans l'ensemble, des progrès ont été enregistrés ces dernières années, et un grand nombre de bénéficiaires ont pu obtenir des terres supplémentaires. Cela étant dit, il faudra des efforts supplémentaires pour atteindre les objectifs tels que consacrés dans la réforme rurale intégrale. La question est bien évidemment de distribuer des terres, mais aussi de garantir la productivité, la sûreté des bénéficiaires et de préciser le statut de propriété légale de ces lopins. Je voudrais souligner les mesures importantes prises en la matière avec l'adoption d'une loi statutaire sur le fonctionnement de la juridiction agraire, adoptée en mars. J'espère que cette instance importante, qui est censée trancher sur les différents fonciers, se muera bientôt en une instance pleinement opérationnelle grâce à des législations supplémentaires qui devraient être adoptées au Congrès. La réforme rurale porte aussi sur des investissements dans les projets de développement au plan local et régional dans les zones touchées par le conflit, les régions dites PDET. Le Congrès a récemment adopté une prorogation de ce projet à l'horizon 2037, et il faut aussi une mise en œuvre de plans sectoriels pour que les services publics se renforcent au fur et à mesure du temps, avec davantage de routes rurales, un système d'éducation, un système de santé, de l'irrigation et de l'électricité. Cela étant dit, comme noté dans le rapport du secrétaire général, la réforme rurale est un élément crucial qui permettra d'enraciner la paix et la sécurité sur le long terme en Colombie. Le but est de raffermir la présence de l'État et de lutter contre les inégalités qui ont alimenté le conflit dans le pays pendant des décennies. En fournissant des possibilités économiques aux populations, l'accord peut aussi
créer des alternatives durables aux économies licites permettant d'interrompre dès lors le cycle de la violence. Monsieur le Président, le dépôt des armes du groupe de guérilla le plus ancien et le plus important d'Amérique latine fut un exploit en tant que tel, bien sûr, mais tout aussi important, 10 ans plus tard ou presque, plus de 11 000 hommes et femmes de l'ancien groupe FARC-EP participent activement à leur réintégration dans la société. C'est tout aussi remarquable. Ce processus ne s'est pas fait sans heurts, bien sûr, étant donné les conditions sécuritaires, infrastructurelles et socio-économiques fragiles des zones rurales, où un grand nombre de combattants et combattantes ont décidé de s'installer. Comme établi dans le rapport du secrétaire général, la distribution des terres et des logements est en cours, et il reste encore énormément de travail pour que les objectifs soient atteints à 100%, afin de renforcer les garanties sécuritaires et d'assurer la durabilité de la réintégration. Le produit du travail assidu des anciens combattants-combattantes peuvent souffrir lorsque les conditions sécuritaires se détériorent. J'espère que les instances nationales salueront la persévérance des anciens combattants-combattantes et redoubleront d'efforts pour garantir des conditions de vie qui leur permettront d'avoir foi en demain. La réintégration politique des anciens membres des guérillas est aussi un élément sine qua non du processus de paix, permettant leur participation pacifique à la vie politique démocratique du pays. Après le résultat des élections au Congrès qui ont eu lieu récemment, je voudrais féliciter le Parti communiste des communes de son rôle constructif que ses représentantes et représentants ont joué en tant que législateurs-législatrices lors de la période de transition, lors de laquelle des sièges lui étaient affectés au titre de l'accord de paix. Cette disposition n'existe plus désormais et les anciens combattants-combattantes, en tant que signataires de l'accord de paix, ont maintenu leurs responsabilités et fonctions associées, et je me félicite des engagements clairs de ces dirigeants-dirigeantes visant à continuer à respecter l'accord de paix, s'attelant à sa pleine mise en œuvre, et il me tarde de les voir jouer ce rôle actif plus avant. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, aujourd'hui, la Colombie est plus en paix que lors des années les plus sombres du conflit. Cela étant dit, comme nous l'avons dit à de nombreuses reprises, un grand nombre de zones rurales subissent la présence de groupes armés illégaux. Les confrontations liées au contrôle territorial et aux économies illicites apportent violence et souffrance à des communautés entières. Nous condamnons, entre autres, le recrutement accru d'enfants et le recours à des enfants. La région Catatumbo est un cas d'école de ce qu'il se passe dans ces zones. La population est prise entre le marteau et l'enclume à cause des groupes armés dans une des régions où les concentrations de coca sont les plus élevées dans le pays. Lors d'une visite en janvier, après une reprise des confrontations dans la région, je me suis rendu dans un hameau où certains foyers avaient été endommagés par des attaques de drones entre groupes rivaux. Des explosifs ont été trouvés près d'écoles et les habitantes craignaient les mines antipersonnelles et se préoccupaient quant à l'arrivée très lente de l'assistance humanitaire. Tant que la violence, les différents territoriaux ou les vides de gouvernance persisteront, dans quelques régions du pays que ce soit, ils risquent de mettre en péril la stabilité nationale et de réduire à néant les réalisations enregistrées jusqu'ici. Grâce à sa présence et à ses activités de vérification dans les régions affectées par le conflit, comme Catatumbo, la mission contribue à la détection des risques pesant sur les communautés et appelle à des ripostes opportunes et bien organisées par les autorités face à ces risques. La mission participe aussi à la visibilité des humanitaires et met un coup de projecteur sur les besoins qui devraient être pris en considération dans le cadre de l'accord de paix. La mission participe régulièrement au mécanisme de garantie sécuritaire de l'accord ou
relatifs à l'accord, autant de mécanismes importants pour répondre aux besoins sécuritaires des groupes vulnérables, surtout les anciens combattants-combattantes, les femmes et les personnes participant à la vie politique du pays. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, lorsque le Conseil se réunira en juillet sur la Colombie, les élections auront eu lieu et un nouveau gouvernement se préparera à entamer son mandat en août. Le président, la présidente, qui que ce soit, sera face à un défi immense, c'est-à-dire consolider la paix et la sécurité dans les régions qui souffrent toujours des conséquences du conflit. Le secrétaire général nous le rappelle dans son dernier rapport, l'accord de paix est une feuille de route intégrale qui porte à la fois sur les conséquences et les causes du conflit, qui permet un développement inclusif dans des régions négligées depuis trop longtemps où la violence demeure bien présente, ce qui a un effet sur les communautés ethniques de façon disproportionnée. L'objectif est aussi que les victimes puissent avoir accès à la justice et à des moyens de recours. Des progrès significatifs ont été enregistrés au fil des années depuis la signature de l'accord. Toutefois, il reste énormément de travail, et grâce à des efforts précis lors des prochaines années, d'autres réalisations seront possibles. Les territoires où l'accord n'est pas suffisamment mis en œuvre sont ceux où les problèmes les plus importants persistent aujourd'hui. Stabiliser les régions touchées par le conflit exigera une exécution totale. Et comme le secrétaire général l'a réaffirmé dans son rapport, les stratégies de paix et les mesures sécuritaires efficaces peuvent et devraient se faire en parallèle pour accoucher des résultats escomptés. Le Conseil de sécurité est un partenaire essentiel de la Colombie dans sa quête de paix et de sécurité sur le long terme. La mission de vérification est prête à continuer à épauler les Colombiennes et Colombiens sur ce chemin. En dépit des difficultés, c'est un chemin qu'il vaut la peine de suivre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie M. Miroslav Jenča de son exposé et donne la parole à